Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour aborder un petit bac de probabilité qui va regrouper vos différents thèmes de proba de l'année de terminale, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle qui a déjà été vue en première en spécialité maths, puis ensuite la partie dénombrement et loi binomiale. Donc là on va regrouper un petit peu de tout ça, où le dénombrement sera vu essentiellement autour de la combinaison. Mais voilà, tous ces thèmes-là vont être regroupés dans ce petit bac qui est tombé en France en juin 2005. Donc je vous propose de mettre ici le sujet en entier, sur lequel j'ai retiré la mention qui demandait d'arrondir à 10 puissance moins 3 près par défaut, pour faire des arrondis en gros normaux. On arrondira à 3 chiffres après la virgule, mais de façon plus normale. Donc là, vous avez le sujet complet. Vous pouvez très bien mettre une pause, faire un imprimé écran, faire l'exo, puis ensuite venir avoir la correction détaillée de ce qui sera fait. Donc les questions seront faites au fur et à mesure sur le tableau, et puis au fur et à mesure j'effacerai et on avancera question après question. Et puis on remettra le sujet au fur et à mesure que l'exercice avance. Alors, je propose de faire un petit point de ce qu'il en est là-dedans. Donc on nous parle d'un enfant qui joue avec 20 billes, 13 rouges, 7 vertes. Il en met 10 rouges et 3 vertes dans une boîte cubique. Donc on va avoir une boîte en forme de cube. Donc je vais faire un carré, hein, on s'en fout là. Donc dans laquelle il va y mettre 10 rouges et 3 vertes. Donc 10 rouges et 3 vertes. Puis ensuite, dans une boîte cylindrique, il va mettre 3 rouges et 4 vertes. Donc ici, on a un cylindre dans lequel il va mettre, hop, allez, on fait le petit effet 3D pour la distinguer de celle-ci. Donc ici, il y met 3 rouges et ensuite 4 vertes. Donc sachant qu'au total, on disait qu'il y avait 13 rouges et 7 vertes. Donc voilà comment cela est réparti. Ensuite, le jeu va en fait vous proposer, en fonction de ce que va décider de faire l'enfant avec ses tirages dans le choix de la boîte cubique ou dans la boîte cylindrique, et regarder l'évolution des probabilités en fonction du type de tirage qu'il va faire. Donc dans la première question, on nous dit qu'il choisit en gros de tirer simultanément 3 billes au hasard dans une boîte cubique. Donc on va tirer là-dedans, dans la question 1. Et donc, on a 3 simultanés. Donc, faire un tirage de 3 éléments de manière simultanée, donc ça correspond en fait à un tirage sans remise, et évidemment, l'ordre ne compte pas. Donc, l'outil qui est associé à ça est évidemment la combinaison, c'est-à-dire le nombre de façons de tirer k éléments sans remise et sans tenir compte de l'ordre parmi n. Donc on nous demande de déterminer la loi de probabilité de x, où x représente la variable aléatoire correspondant au nombre de billes rouges choisies. Donc hop, x va prendre le nombre de billes rouges. Donc déjà, on sait que x peut valoir 0, 1, 2 ou 3. Étant donné qu'il en tire simultanément 3, il ne peut pas évidemment en avoir plus que 3. Donc, il s'agit maintenant de regarder les valeurs des probabilités associées à P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2 et P de x égale 3. Donc regardons et ensuite mettons ça dans un tableau qui fera cette fameuse loi de probabilité, comme on a vu ça en première. Donc en fait, déjà on va regarder le nombre de tirages possibles. Donc nombre de façons de prendre 3 boules simultanément parmi combien? 10 plus 3, 13.
Eh bien, il y en a 3 parmi 13. Donc, l'outil combinaison, qui se calcule en faisant donc 13 fois 12 fois 11 divisé par 3 fois 2 fois 1. Donc, les calculatrices donnent le résultat de 3 parmi 13 directement. Allez, si on veut faire un simple BTS ou si on veut arrêter les études scientifiques derrière, bah écoutez, contentez-vous de ça. Mais par contre, si ton but c'est d'aller faire une licence de maths, un master, une prépa, une école d'ingé, ce genre de choses-là, les combinaisons, on les fait à la main, on les calcule et on pose. Donc, d'où la nécessité de connaître ça. Donc ensuite, ce calcul-là nous donne 286. Il y a donc 286 façons de prendre simultanément 3 boules parmi 13. Maintenant, on va regarder P de x égale 0, 1, 2 et 3. Donc, faisons notre loi de probabilité. C'est-à-dire que là, allez, on a pris l'énoncé et on a un petit peu désossé les différentes données pour essayer de répondre à la question qui est la loi de probabilité. Alors, hop, on arrive à notre question. Donc, on répète que x appartient donc aux valeurs 0, 1, 2 et 3. Et on a P de x égale 0. C'est-à-dire la probabilité qu'il tire exactement 0 boule rouge, 0 billes rouge. Donc, s'il en prend 0 rouge, ça veut dire qu'il en prend aucune parmi les 10 et qu'il en prend, eh bien, 3, puisqu'il en tire simultanément 3, parmi les 3 restantes, divisé par le nombre de tirages au total, c'est-à-dire 3, parmi 13. Donc là, pour regarder un peu dans le détail, P de x égale à 0, et au final, comme dans n'importe quel cas de ce qu'on peut appeler l'équiprobabilité, on a une proba qui est égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Nombre de cas favorables à la réalisation de cet événement. Donc, il y a dans cette boîte cubique 10 rouges, 3 vertes, ce qui veut dire qu'il en prend 0 parmi les rouges, parmi les 10 rouges, et il en prend 3 parmi les vertes, c'est-à-dire parmi les 3 vertes. J'espère qu'il n'est pas daltonien, sinon il n'arrivera pas à faire la distinction. Et donc divisé par le nombre de tirages total, c'est-à-dire 3 parmi 13. Maintenant que ceci est fait, il n'y a plus qu'à calculer ça. Donc on a en bas 286. Donc on peut très bien sur notre copie commencer par ça dans la question. Comme ça ensuite on amène la justification qui est là. 0 parmi 10 évidemment ça fait 1 et 3 parmi 3 ça fait 1. Donc on a 1 divisé par 286. Alors ensuite on fait la même chose. P de grand X égale 1. Donc toujours divisé par 3 parmi 13, c'est le nombre de cas total, le nombre de tirages possibles. Cette fois-ci, il en veut une de rouge, donc parmi les 10. Et s'il en a pris une de rouge, ça veut dire qu'il en reste 2 des vertes. 1 parmi 10, ça fait 10. Et 2 parmi 3, ça fait 3. Divisé par 286, ce qui donne 30 sur 286. Bon, qui peut se simplifier, mais on va tout laisser sur 286. Comme ça, au moins, pour l'espérance qui sera demandée après, on aura le même dénominateur. Ensuite, P de grand X est égal à 2. Cette fois-ci, il veut 2 rouges, c'est-à-dire qu'il va en prendre 2 parmi les 10 ici, puis plus qu'une parmi les 3 qui sont là. Donc, 2 parmi 10 et 1 parmi 3 divisé par 3 parmi 13. Alors, 2 parmi 10. On va faire une petite aparté en haut pour regarder comment est-ce qu'on pourrait le calculer sans utiliser la calculatrice. Donc 2 parmi 10, ça fait 10
fois 9 divisé par 2 fois 1. Donc pour calculer une combinaison, en fait, lorsqu'il n'y a pas de valeurs de n et de k qui sont générales, là elles sont données, eh bien, il suffit de prendre le factoriel 10, de marquer deux termes, parce qu'il y a un 2 en bas. Si ça avait été un 3, j'aurais marqué 10 fois 9 fois 8. Et ensuite de diviser par le factoriel en bas, c'est-à-dire 2 factoriel, 2 fois 1. Évidemment, si le nombre en bas est plus grand que 5, on utilise la symétrie des combinaisons. Et donc par exemple, si j'avais eu à faire 8 parmi 10, ben, j'aurais calculé 2 parmi 10. Donc en fait, maintenant ça, ben, il n'y a plus qu'à simplifier. On sait que hop, hop, ça dégage, il me reste 5. Et donc on se retrouve avec 45. Et donc comme ça, on peut calculer nos combinaisons sans que ce soit des nombres trop grands, évidemment. Si on vous demande de faire ça au loto, un peu chiant. Là, pour le coup, plutôt simple. Donc on a 45 fois 1 parmi 3, c'est 3, divisé par 286. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à faire le calcul en haut. Et pour la simplification, après on s'en passera 135 donc sur 286. Allez, le petit dernier, P de grand X égale 3. C'est-à-dire que cette fois-ci, il veut toutes parmi les 10 et aucune parmi les 3. Divisé par le tirage, le nombre de tirages total. 3 parmi 10. Allez, on va faire pareil ici. Hop, on va regarder comment est-ce qu'on peut le calculer. Donc, 3 parmi 10, ça fait 10 fois 9 fois 8, divisé par 3 fois 2 fois 1. Donc, on a vu que on pouvait simplifier dès que c'est possible. Il me reste ici 3 et hop, hop, 5. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à faire le calcul du numérateur, puisque c'est divisé par 1 au dénominateur. Et on a 3 fois 8, 24, et 24 fois 5, 120. Donc, ici, 120. Ce qui me donne, hop, 120 divisé par 286. Et pareil, la simplification, je la laisse de côté. Donc maintenant, on peut regrouper tout ça dans un tableau qui sera en fait votre conclusion de la loi de probabilité. Alors, on peut le marquer ici. Hop, on obtient la loi de probabilité de grand X. Hop. Donc, je rappelle qu'ici, ce sont les valeurs de grand X. Et ici, ce sont les probabilités que l'on a obtenues précédemment. Donc voilà comment est-ce qu'on dresse une loi de probabilité. C'est-à-dire qu'on commence par regarder les valeurs possibles de X, en regardant évidemment à quoi correspond X. En calculant chacune des probabilités associées là, on aurait pu en faire que 3 et faire 1 moins les 3 autres pour la dernière. Puis une fois qu'on a calculé ces probabilités, donc ici les 4 valeurs des probas, on met ça dans un tableau qui nous fait la loi de probabilité. Donc ensuite, on va nous demander de déterminer l'espérance. Et donc, je rappelle que l'espérance, une fois que le tableau est fait, c'est assez simple. C'est donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire la somme des XIPI. Donc voilà, là on arrive à la question de l'espérance, donc le grand classique face à la loi de probabilité. Donc j'ai tout remarqué ici en résumé, en enlevant les petits dessins et en mettant donc la loi de proba obtenue. Et donc maintenant on va marquer tout simplement la formule de l'espérance. Donc on est maintenant à la question 1b, si je ne me trompe pas, voilà, 1b, qui me dit que l'espérance mathématique, qu'on peut noter E de grand X, est égale à la somme de I égale 0 jusqu'à N des XI PI. Allez, on adapte le N, il y a 4 valeurs, on commence à 0, donc de 0 jusqu'à 3, ce qui me fait bien les 4 valeurs. Ce I fait juste office de compteur. Ici, c'est pour I égale 0, pour I égale 1, pour I égale 2, pour I égale 3.
Maintenant, il n'y a plus qu'à marquer le calcul. Donc ça fait 0 fois 1 sur 286 plus 1 fois 30 sur 286, puis 2 fois 135 sur 286 plus 3 fois 120 sur 286. Donc maintenant, on peut passer éventuellement donc, à notre calculatrice pour avoir le résultat de cette espérance-là. Le but est d'arriver à avoir un résultat sous la forme d'une fraction, puis ensuite on va donner une valeur rapprochée qui correspondra à quoi? X correspondant en fait au nombre de boules rouges tirées lors d'un tirage simultané. Et bien en fait ça dira que en moyenne il a tant de boules rouges par tirage, ce qui va donner son nombre moyen de boules rouges à chaque fois qu'il va tirer 3 boules. Donc ça nous donne 30 sur 13. Soit environ, donc pareil, petite calculette, on regarde ce que ça donne, ce qui va nous donner 2,307 si on arrondit à défaut ou 2,308 par excès. Donc ici on peut dire à 10-3 par défaut. Puisque lorsqu'on fait donc ce calcul-là, 30 divisé par 13, 30 divisé par 13, ça nous donne 2,307 et 69 derrière. Donc on peut dire 2,308 à 10-3 par excès. Bon, maintenant l'espérance a été faite, la question 1 est réglée. Donc là, je vous mets la question 2 en plus gros, comme ça vous pouvez voir ce qui est attendu de nous à cette question. Et là, cette fois-ci, on va sur quelque chose d'un petit peu plus classique. C'est-à-dire qu'on va aller sur les probabilités conditionnelles avec notre bon vieil arbre. Donc, on nous dit qu'un deuxième jeu est organisé de telle sorte que l'enfant choisisse d'abord au hasard une des deux boîtes, c'est-à-dire la cylindrique ou la cubique, donc avec une équiprobabilité de choix, donc une chance sur 2. Puis ensuite, qu'il prenne une bille, toujours au hasard, dans la boîte choisie. Et on va appeler C1, l'événement, il a choisi la cubique, C2, il a choisi la cylindrique. Puis ensuite, il tire une rouge pour R et V, il tire une verte. Donc on nous demande de représenter ça à l'aide d'un arbre. Donc, hop, on passe à la 2. A. Donc on a notre arbre de probabilité. D'abord, le choix de la boîte, C1, C2, avec une chance sur 2. Puis, le choix de la bille qui est soit rouge, soit verte. Donc, rouge, verte, ou alors, ici, pareil, rouge, verte. Mais on voit que si on est dans la cubique ou dans la cylindrique, évidemment, il n'y a pas le même nombre de boules. Dans la cubique, il y en a 13, dont 10 rouges et 3 vertes. Donc, vu qu'il y a 10 rouges, on a donc ici 10 chances sur 13 d'avoir une rouge. Alors pour la verte, on en a 3 sur 13. Puis ici, on a 7 boules au total, dont 3 rouges, donc 3 sur 7. Et ici, 4 sur 7. Donc voilà l'arbre de probabilité que l'on obtient par lecture de l'énoncé. Puis, à la question 2, calculer la probabilité de l'événement R. Alors, l'événement R, c'est l'événement qui se situe là ou là. C'est-à-dire que l'événement R est la réunion de C1 inter R et de C2 inter R qui tous les deux sont disjoints ou incompatibles et qui forment une partition de l'univers. Donc, se cache derrière cette question B la loi des probabilités totales. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de R est égal à P de C1 inter R plus P de C2 inter R. Ce qui donne, encore en écriture littérale, P de C1
fois P de R sachant C1 plus P de C2 fois P de R sachant C2. Maintenant, on peut passer au remplacement. Donc, 1 fois 10 treizième, donc 1 demi fois 10 treizième, plus 1 demi fois 3 septièmes. 1 demi fois 3 septièmes. Donc on a hop, le résultat de P de R que l'on peut encadrer. Bon, dernière question de la question 2. Sachant que l'enfant a choisi une bille rouge, ça veut dire sachant R, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte cubique? Donc P de C1, sachant R. Hop, c'est, on demande P de C1, sachant R. À ce stade de l'énoncé, si tu es en train de faire l'exo et que tu me marques P de R, ça s'enchaîne 1, c'est-à-dire un truc qui est ici, alors il faut te dire que là il y a un souci parce qu'on ne va pas demander à ce stade-là de l'exo de faire une simple lecture de l'arbre. A priori, on va plutôt faire comme si on renversait l'arbre et qu'on prenait le calcul à l'envers. Donc ici, ça me fait P de C1 inter R divisé par P de R. Donc, formule de la probabilité conditionnelle que l'on a vue en première. Donc là d'ailleurs, hein, si on veut revoir un petit peu ça, on peut aller voir tout à fait une vidéo proposée sur un exercice type sur les probabilités conditionnelles pures avec l'utilisation de l'arbre et son fonctionnement. On la met ici, puis en description de la vidéo. Alors, maintenant, ici, si on marque P de C1 inter R ou P de R inter C1, c'est pareil. L'intersection, évidemment, la même. Donc là, maintenant, on se retrouve avec 1 demi fois 10 treizième divisé par 109 sur 182. Donc là, pareil, on va prendre notre bonne vieille calculette et on va regarder ce que ça va donner. 0,642, toujours à 10 puissance moins 3, près là, un arrondi tout à fait normal, parce que le chiffre après est un 2. Donc voilà, ce qui nous clôture la question 2, autour de la probabilité conditionnelle classique et de l'utilisation d'un arbre de probabilité. Donc ça, c'est vraiment la partie proba qu'il faut impérativement maîtriser, faire en peu de temps et juste. Donc important cette partie-là, puisqu'en fait, ce sont les points faciles. Donc là, on arrive à la question 3, où je mets donc l'énoncé ici. Et cette question 3, en fait, est typiquement l'utilisation de la loi binomiale. Au contraire de la première question de l'énoncé, où on était sur une loi de probabilité tout à fait générale. Là, on a une loi particulière. En effet, l'enfant, en fait, on dit qu'il répète ce jeu, c'est-à-dire de prendre un choix des deux boîtes, puis ensuite d'aller regarder une bille à l'intérieur, et de regarder si elle est rouge ou si elle est verte. Et on nous dit qu'il répète n fois cette épreuve de manière identique, tout simplement car il prend la bille et il la remet dans la boîte cylindrique ou dans la boîte cubique. Donc en fait, les tirages sont tous indépendants les uns des autres et à chaque tirage, l'enfant peut avoir soit une rouge, soit une verte. Donc en fait, deux issues possibles. Donc en fait, on est face à une épreuve dite de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à deux issues, avec un tirage soit une bille verte, soit une bille rouge, où tirer une bille rouge sera assimilé au succès, avec la probabilité donc, que l'on a calculée tout à l'heure, P de R est égal à 109 sur 182. Puis, on nous dit qu'il le répète n fois, donc on ne sait pas combien. En remettant la bille donc de manière identique et indépendante. Donc si on crée une variable aléatoire y qui correspond au nombre de billes rouges au cours de Cn répétitions, eh bien là je vous propose une rédaction entre guillemets type pour amener la loi binomiale. Donc on présente la variable aléatoire, on présente l'épreuve et on dit qu'il y a deux issues, on donne le succès et la probabilité du succès. La probabilité de l'échec n'est pas indispensable, mais au moins on l'a et puis on en aura besoin ici. Ensuite, on donne le nombre de répétitions avec le caractère identique et indépendant que je vous ai justifié par la phrase en remettant à chaque fois la bille tirée.
Et donc ici, on vient conclure sur le fait que on a bien une loi binomiale avec ici la partie des paramètres n, le nombre de répétitions, et p, la probabilité du succès. Donc voilà à quoi peut ressembler une rédaction de la loi binomiale. Une chose est sûre, c'est qu'il est indispensable de venir l'écrire avant de faire un quelconque calcul de loi binomiale. Donc maintenant on regarde la première question qui est exprimée en fonction de n, la probabilité Pn que l'enfant ait pris au moins une bille rouge au cours de ses n choix. Donc tout d'abord, on amène cette rédaction-là. Je préférais la marquer pour pas qu'il y ait tout ce temps mort de copier au tableau. Et on regarde à quoi correspond Pn. Pn qui correspond à P de Y supérieur ou égal à 1, puisqu'on nous dit au moins une. Allez, même si on voulait mettre toute la bonne volonté du monde et essayer de calculer ça en direct, c'est-à-dire P de Y égale 1, plus P de Y égale 2, plus P de Y égale 3, on ne sait pas jusqu'à combien on doit aller, puisqu'il répète n fois l'épreuve, et n est indéterminé. Donc là, et de toute façon, il faut toujours faire ça, dès que dans l'énoncé, il y a au moins 1, il faut aller chercher l'événement contraire. Et donc dire que ça, c'est 1 moins P de Y égale 0. C'est, allez, systématiquement plus rentable. Maintenant, on est face à un calcul de notre loi binomiale. Donc 1 moins, on veut 0 succès, donc 0 parmi n, fois la probabilité du succès qui est 109 sur 182, à la puissance, le nombre de succès désirés, donc 0, fois 1 moins 109 sur 182, c'est-à-dire la probabilité de l'échec, qui vaut 73 sur 182, à la puissance, combien il reste d'échecs si on a 0 succès? Eh bien, il en reste n. Ça vaut 1, ça vaut 1, donc ça fait 1 moins 73 sur 182 puissance n. 73 sur 182 puissance n, et on pense bien à mettre les parenthèses autour du 73 sur 182, sinon c'est faux. Donc là, on a la valeur de Pn en fonction de n, et on voit bien qu'au plus, il fait des tirages, au plus, ça va tendre vers 0, puisque c'est compris entre moins 1 et 1, donc au plus, cette proba va tendre vers 1. Il est logique, au plus il va faire des tirages, au plus il y a une chance d'avoir au moins une rouge dans ces tirages. Donc voilà ce qui nous amène la question 3A aboutie, vraiment un grand classique. Et on peut aller voir un exercice de loi binomiale que je vous propose dans une vidéo en lien là et en description de cette vidéo, dans laquelle on traite un exercice de loi binomiale un peu plus classique. Allez, maintenant on arrive à la question B, la dernière de l'énoncé, et on nous demande calculer la plus petite valeur de n telle que Pn supérieur ou égal à 0,99. Donc n tel que Pn supérieur ou égal à 0,99. Ça, pareil, c'est un grand classique. Donc là, on prend la probabilité que l'on a obtenue ici, c'est-à-dire 1 moins 73 sur 182 à la puissance n, supérieur ou égal à 0,99. Donc ici, il y a deux choix. Tout dépend d'où on en est dans notre année en terminale. Est-ce qu'on a fait la fonction logarithme népérien ou est-ce qu'on ne l'a pas encore faite? Si elle a été faite, c'est ce qu'on va faire ici et on va aborder cette inéquation par la résolution. Si ce n'est pas le cas, qu'on est en début d'année, qu'on a abordé dénombrement et loi binomiale rapidement, mais pas encore la fonction logarithme népérien, eh bien en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est rentrer ça comme une suite dans votre calculatrice ou éventuellement une fonction en remplaçant le n par un x. Ensuite, on va dans la table de valeurs et on met un pas de 1. Et on va regarder quand est-ce que les valeurs de cette suite ou de cette fonction dépassent 0,99. Le pas de 1 va nous permettre de donner en effet le cran où on passe de en dessous à au-dessus.
Alors, moi, ce que je vais proposer, c'est d'en faire une résolution aboutie et complète, comme si on était prêt, en gros, à passer le bac et qu'on avait fait tout le programme. Donc, on a 1 moins 0,99 qui donne 0,01 supérieur ou égal à 73 sur 182 à la puissance n. Et en effet, la fonction logarithme népérien a cette bonne idée déjà d'être croissante, puisque là, on va venir appliquer la fonction logarithme ici, il faut le dire, elle va conserver l'ordre, mais surtout, elle fait tomber les puissances. Et donc là, en appliquant la fonction logarithme népérien, on a ln de 0,01 supérieur ou égal, car la fonction est croissante et conserve l'ordre, à ln de 73 sur 182 puissance n, et la fonction logarithme népérien va faire tomber ce n. Donc ça va mener à ln de 0,01 supérieur ou égal à n fois ln de 73 sur 182. Il ne reste plus qu'à diviser par ln de 73 sur 182. Et là, pareil, il faut faire attention. Donc, comme on l'a dit ici, car la fonction ln de x est croissante sur r plus étoile, donc on a la conservation de l'ordre, et bien ici, quand on va diviser par ln de 73 sur 182, si on a une valeur de x qui est comprise entre 0 exclu et 1, le logarithme népérien est négatif strictement. Donc entre 0 et 1 exclu, 73 sur 182 est bien dans cet intervalle. Donc ce logarithme-là est négatif. Donc quand on va diviser, on va changer l'ordre. Donc ici, on a ln de 0,01 divisé par ln de 73 sur 182. Et l'ordre ici va devenir changé. Et on a n supérieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 73 sur 182. Ça, c'est la valeur exacte. Étant donné que n est un entier, eh bien, il faut regarder ce que vaut cette valeur. Alors, ln de 0,01 divisé par ln de 73 sur 182 environ égal à 5,04. Donc, si je prenais 5, car c'est l'entier le plus proche, eh bien si je prenais 5, la condition ne serait pas réalisée et la probabilité serait un poil inférieure à 0,99. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait à la calculette ont bien vu qu'au rang 5, on n'avait encore pas passé la valeur 0,99. Donc en fait, il faudra prendre à partir du rang 6. Donc, à partir de n égale 6. Hop. Donc ce qui veut dire qu'à partir du 6e tirage, il y a 99% de chances que la probabilité d'avoir au moins une bille rouge soit validée. Donc 99% de chances d'avoir au moins une bille rouge au cours de nos 6 premiers tirages, ce qui semble assez cohérent. Donc voilà, là on a vu une réalisation d'un exercice à plusieurs volets. Le premier, la loi de probabilité classique, c'est-à-dire celle où on a une variable aléatoire qui n'est pas suivie au travers d'une loi binomiale, mais au travers d'une loi de probabilité tout à fait générale, avec la loi de probabilité et l'espérance mathématique de cette loi. Dans cette loi de probabilité, on a eu à utiliser une petite partie de dénombrement au travers des combinaisons, un tirage simultané, donc qui correspondait à un tirage sans tenir compte de l'ordre et sans remise. Ensuite, on est allé vers la partie probabilité conditionnelle avec la construction de l'arbre de probabilité, la formule des probabilités totales, puis un calcul de probabilité conditionnelle derrière. Cette probabilité totale nous a fourni ensuite une nouvelle proba pour une répétition d'une épreuve à 2 issues de manière identique et indépendante, c'est-à-dire que cette fois-ci on est allé vers une loi binomiale. Et dans cette loi binomiale, on n'a pas fait un calcul de proba classique, on est plutôt allé faire directement les calculs comme on a vu ici, c'est-à-dire le grand classique de la rédaction
qui amène ensuite la probabilité d'avoir au moins un succès, où on retient bien, qui me donne un moins aucun, puis ensuite déterminer la valeur du paramètre n telle que la proba de au moins 1 soit supérieure ou égale à 0,99 et la réalisation avec le logarithme que l'on aurait pu faire aussi avec la calculatrice si le logarithme n'est pas encore fait. Bon, ben voilà, un exo assez complet qui vient retracer les différents points de probabilité que l'on voit en terminale. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de te remettre bien au clair là-dessus, de faire une petite révision. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne en venant activer la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos à venir, puis à nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!